Andeko, programu ya lokuta ekomi na suka. Pasi eleki. Mosala eza wapi. Insécurité, c'est chaque jour na mboka mobimba. Social ya population eza te. Ekolo ya bana, kaka souffrance. Wapi mai, wapi moto. Pendant 8 ans. Oyo ekomi kindoki. Bazoko sabino. Que ba américain ba lobby, il faut ba changer constitution eza lokuta. Botuna bango américain nani wana alobi makambo wana eza kaka lokuta. Donc pendant 8 ans ba promesse na ba promesse. Tant ya gokende dans 2 ans, il faudrait ba plier bagage ba kende parce que en tout cas ils ont fait souffrir sérieusement population na biso. Ba maman, ba papa, mes jeunes frères, toboyi makambo wana ya changement ya constitution. Le 3 juin, biso nyonso, Nandako, eza journée ville morte. Il faut tola ki sabango, réellement, que Batoana, en tout cas, partout où ils sont, Kimoibi na Kimoibi, nazoloba na ba policier, na ba militaire, il faudrait pas bo réprimer population. Parce que ceux qui vont réprimer population, eza pasi na bino, la police, armée, mandat nabino eza protection à population na social nabino. Donc botika bandeko nabino va réclamer que la face du monde puisse savoir que en tout cas pasi eleki population congolaise a boyi makambo wana ya changement à constitution to boyi yango. Merci mingi. Je voudrais d'abord m'émanciper du catalogue protocolaire faute de temps. Je remercie tous les intervenants parce que j'avais peur et je croyais qu'on allait nous répéter les théories des années 40-45 où la stabilité d'un État est mesurée à l'aune de la longévité d'une constitution. Moi, je vais intervenir sous l'angle de l'économie institutionnelle. L'économie institutionnelle, c'est les traits d'union. Ce sont des disciplines modernes. C'est un trait d'union entre les droits constitutionnels et l'économie publique. L'économie institutionnelle, c'est le point de rencontre entre les rigidités du droit et l'efficacité managériale. Et donc, nous sommes tous d'accord que la Constitution est changeable. Le patriarche Bongeli a parlé de la contingence. Le patriarche Bochab a parlé de la prudence. Et donc nous devons comprendre qu'aujourd'hui, les pays qui avancent n'ont plus besoin de constitutions vieilles. Je vais commencer par la Chine. L'usine du monde. Sa constitution de 1944 a été modifiée en 1954 pour des impératifs économiques. Nous arrivons en 1975, on l'a changé pour des impératifs économiques. Et la constitution chinoise de 1975 n'a duré que 3 ans. On parle de quoi? Parce qu'on confond peut-être ça à la carrière de la fonction publique. Et pendant ces temps, la Chine est en train de traquer dangereusement les États-Unis d'Amérique. Je ne parle pas seulement de ce que j'ai lu dans les livres. J'ai fait une partie de ma formation en Chine. Aujourd'hui, les États-Unis, avec leur constitution très stable, dans la durée, en 1945, ils représentaient les 50% du PIB mondial. Aujourd'hui, ils sont descendus à 26% et la Chine est déjà à 17%. Encore faudra-t-il qu'elle ait encore des ressources qui n'ont pas été exploitées. La même constitution de 1978 a été modifiée, pas changée, donc j'insiste. Je parle des 4 changements déjà qui sont intervenus ce qui concerne la constitution chinoise
et essentiellement pour des impératifs économiques. Lorsque j'entends que pour changer une constitution, il faut une révolution brutale, ça vient d'où? Toutes les grandes mutations économiques obligent les États à retoucher leur constitution. Et la Chine en est l'exemple le plus éloquent. Et même cette constitution-là chinoise qui a été changée, j'insiste, par référendum en 1982, de 1982 en 2018, elle a déjà été révisée à 5 reprises. Tout ce qu'on est en train de chercher, c'est le secteur privé, c'est la propriété privée. C'est de l'économie. Je vais parler de la Russie parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La Russie a changé sa constitution, je dirais, ce qui était de 1978, mais la Russie l'a changé en 1993 pour passer d'une économie planifiée à une économie de marché. Je ne vais pas parler de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne qui, au fort de la crise de subprime, nous sommes en 2018, ont touché à leur constitution pour des raisons de finances publiques parce qu'ils devaient intégrer l'équilibre budgétaire et la discipline fiscale dans leur constitution. Et donc nous comprenons qu'aujourd'hui, que ces mythes-là de longévité qu'on nous raconte n'existent plus dans des États modernes. Et je voulais rentrer maintenant dans le contexte congolo-congolais. Quelle est cette mutation économique qui peut nous pousser à changer notre constitution? Le patriarche Lumumba nous l'a dit. C'est l'accord de Washington. Beaucoup de gens parmi nous ici ne l'ont pas encore lu de bout en bout. Mais c'est la solution à nos misères. Je vais citer seulement l'article 12 de cet accord. Au regard des engagements pris, nous avons accepté de créer ce qu'on appelle en finances publiques une autorité des revenus. Et contrairement à ce que les constitutionnalistes, pas ceux qui sont ici, ce sont des gens modernes, ceux qui développent ces théories des 40-45, ils sont en train de dire que ça a été inséré dans l'accord parce qu'il y a quelqu'un qui voulait s'éterniser au pouvoir. Mais ce n'est pas connaître l'histoire économique de la RDC. Nous sommes en 2017. Il s'est tenu dans ces pays le forum économique qui avait pour intention stratégique de redimensionner notre économie. C'est le premier Matata qui en était l'initiateur. C'est lui qui avait recruté tous les professeurs d'ici et d'ailleurs. Nous sommes arrivés dans les recommandations à dire qu'il fallait fusionner toutes les régies financières, aussi bien nationales que provinciales. Mais on s'était heurté à des obstacles, c'est pourquoi on avait différé la mise en œuvre de ces dispositions. Les premiers obstacles, c'était la sous-informatisation de la DGI, de la DGRAD, ainsi que les régies provinciales. Et le deuxième obstacle, c'était l'article 220. J'ai l'autorité de le dire. Les gouvernements de l'époque avaient pris l'engagement, parce que j'étais dans la salle, qu'il fallait toucher à l'article 220 juste pour réduire les prérogatives des provinces et avoir une autorité de revenus. En fait, quelle est la difficulté aujourd'hui? Si nous ne changeons pas la Constitution en réduisant les pouvoirs fiscaux dérivés des régies financières, nous allons continuer dans la misère. Le développement de la RDC est projeté à l'horizon 2050. C'est-à-dire, pour que nous soyons un État développé, il nous faut un PIB de 3 000 milliards de dollars. Parce que pour être un État développé, il faut un revenu par habitant de 12 000 dollars, de plus de 12 000 dollars. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 700. Je souligne qu'en 2019, on était à 500. Et donc, aujourd'hui, l'accord de Washington, c'est la solution magique. On vous amène au moins 500 milliards de dollars sur une période de 15 ans. Lorsque nous mettons ensemble avec les 92 milliards que nous avons maintenant en termes de PIB, je rappelle également qu'en 2019, notre PIB est de 46 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ce PIB a été doublé. Quelle vitesse de croissance économique il y a des économistes dans cette salle. Et donc,
nous acceptons cet accord, au bout de 15 ans, toutes choses restant égales par ailleurs, nous devenons la meilleure économie africaine. Parce qu'aujourd'hui, d'après les rankings, l'Afrique du Sud, c'est la meilleure économie africaine, avec 480 milliards de PIB, suivi de l'Égypte, 440 milliards, Nigeria, 377 milliards, après c'est l'Algérie et le Maroc. Et donc nous comprenons que l'économie institutionnelle, qui est pratiquée aujourd'hui par tous les pays membres du BRICS, et ce sont ces pays qui envahissent l'économie mondiale. Lorsqu'on dit que ce sont des économies émergentes, c'est parce que leurs marchandises sont omniprésentes sur les marchés. Et là, nous avons un choix à faire. Soit nous gardons nos théories des années 40-45 avec notre constitution, et nous serons toujours payés en retard, soit nous acceptons aujourd'hui, nous touchons à l'article 220 en réduisant les pouvoirs fiscaux dérivés des provinces, eh bien, dans 15 ans, nous serons la meilleure économie d'Afrique. Donc, c'est ça les choix que nous devons faire. Et je m'aligne, je ne vais pas massacrer les noms du collègue qui est intervenu sur les référendums. Le travail que nous avons, monsieur le recteur, c'est de multiplier ce genre de forats. C'est de les vulgariser, de les médiatiser davantage pour que la population puisse comprendre de quel côté passent ses intérêts. Si on était à l'Assemblée, j'allais dire, j'ai dit. Oui, certains disaient, non, mais la loi dit que 100 000 Congolais, s'ils se réunissent, ils signent un référendum, on peut y voter plutôt un référendum, il ne désigne pas que ça doit être les Congolais de tel bord, de tel bord. Oui, mais, humanisme. Ata soko linga po nuna changamade sumakasi. Mais tant aux ormatanga na kati andako. Ata yote mtokufaki. Opeda moi petite. Est-ce qu'on ne peut pas perdre aujourd'hui bah petit gourmand au Tozanango, il y a qu'au vivre mamel à l'État, qu'on se soucie aussi de nos frères et sœurs de l'Est. Oui, la loi ne désigne pas que les Congolais de tel bord va voter référendum. Mais quand même, nos Congolais de Goma, de Bukavu, ils ont aussi le droit de les voter. Pour l'instant, ce qui leur préoccupe, c'est la liberté. Considérons les Congos comme un corps humain. Ceux qui le boko belli, ceux qui le kolo belli, nous autres mbeko mak affectés. Congolais de l'Équateur, Congolais de Bas-Congo, Congolais de je ne sais pas moi d'où, de Kassai, sentons-nous aussi touchés par cette histoire de Bukavu, de Goma. Vous qui êtes aujourd'hui aux affaires, parce que vous êtes ministre, vous êtes député, parce que vous voulez demeurer mandataire. Oui, c'est vrai. Ce sont vos ambitions, les ambitions sont légitimes. Les partis au pouvoir, IDPS, oui, vous voulez garder le pouvoir le plus longtemps possible comme l'ANC. Mais écoutez, nous sommes malades. Le pays est malade, c'est un corps entier. Il y a une partie du corps qui est malade. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord soigner cette partie-là et après on verra les cas maintenant de promenade. Comment vous allez vous promener, faire une balade avec une jambe amputée? Considérons qu'une partie du Congo est amputée. Monsieur le Président de la République, je connais votre amour pour le Congo. Je connais votre combat dans l'opposition pour vous avoir accompagné à l'époque comme journaliste. J'ai relayé beaucoup d'activités de l'IDPS et je connais la position de l'IDPS dans ce genre de situations. Il n'est pas question aujourd'hui de penser changement à la Constitution alors que le pays est amputé d'une partie. Aujourd'hui, les frontières de 1960 ne sont plus pareilles. Vos enfants, des Bukavu, des Goma, des Bunagana, des Nirangongo, n'ont aujourd'hui qu'une seule priorité, la liberté. Regardez comment ils vivent sous l'emprise de l'ennemi. Regardez comment ils sont torturés, ils sont dérangés par les Rwandais. Ils sont maltraités par les Rwandais alors qu'ils sont chez eux. Nos frères et sœurs, plus de 1 million de déplacés selon les rapports de Human Rights. Plus de 1 million de déplacés. Monsieur le Président, nos frères et sœurs là n'ont besoin maintenant que de revenir dans leur pays et dans leur province pour continuer les activités. Ils ne sont pas heureux là où ils sont. Les enfants qui devaient aller à l'école, certains ont abandonné le travail, certains ont arrêté d'étudier. Monsieur le Président, ces enfants veulent reprendre les chemins de l'école.
Ils n'ont pas besoin de changement de la Constitution, quoi que ce soit. Monsieur le Président, pensez à eux. Monsieur le Président, regardez comment est-ce que vous pouvez aider nos frères et sœurs afin qu'ils puissent retrouver leur liberté, retrouver leur mouvement. Les moments ne se prêtent pas à des questions qui nous divisent.